propose à présent de voir ou de revoir Sacha Pouget, qui était avec nous il y a quelques jours à peine pour un focus sur le secteur des biotech françaises notamment, qui est le domaine de spécialité de Sacha, qui vient régulièrement nous voir pour parler de ce secteur spécifique au sein du grand secteur de la santé. Sacha Pouget, qui est directeur associé de Biomed Impact. Vous l'avez souligné, on est sur une année quand même particulière. Alors on observe la baisse est généralisée, elle est globale. Aux États-Unis, par exemple, le S&P Biotech perd environ 30%. En France, c'est un peu plus, malheureusement, la déconvenue est plus importante puisque les biotech françaises perdent environ 50% par rapport à la fin de l'année 2021. Les medtech, qui représentent quand même environ une quarantaine de sociétés cotées en bourse à Paris, elles perdent un peu moins, 32%. Ce qui n'empêche que, comme vous l'avez aussi mentionné, certaines sociétés ont malgré tout, dans ce contexte qui est quand même défavorable, ce contexte boursier défavorable, certaines sociétés ont quand même pu tirer leur épingle du jeu, notamment une société, par exemple, qui s'appelle Visiomed, qui est une medtech et qui a pu se recentrer ses activités. Son cours a été multiplié par presque 5 depuis le début de l'année. Une autre société également, Oncodesign, qui a pris 45% depuis le début de l'année après une scission de ses activités biotech et services. On peut également citer une medtech, Amplitude Surgical, qui a une activité soutenue cette année. Et également deux sociétés qui ont, on va dire, qui ont été particulièrement intéressantes cette année. Donc la biotech DBV, qui, elle, va lancer son étude de phase 3 dans l'allergie à l'arachide. Donc le titre prend 20% depuis le début de l'année. Et puis une autre biotech, cette fois-ci, qui a publié des résultats positifs dans l'AVC et qui a été particulièrement recherchée en début d'année, qui s'appelle Acticor, dont le cours progresse environ de 20%. Donc c'est à la fois des stratégies qui ont été repriorisées par certaines, mais aussi des news flows qui ont été favorables pour d'autres. Ouais. Et il est intéressant aussi de constater, Grégoire, que d'ici la fin de l'année, par exemple, on attend 22 résultats cliniques ou autorisation de mise sur le marché de la part de nos biotech françaises, et 47 sur l'année qui vient, dans les 12 prochains mois. C'est ça aussi. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que effectivement, c'est une baisse généralisée, mais sur certains aspects spécifiques, sur certains dossiers particuliers, avec une activité fondamentale ou une news fondamentale, les marchés, les investisseurs sont quand même attentifs. Oui, complètement. On jette pas le bébé avec l'eau du bain. Enfin, un peu peut-être, mais il y a quand même sur certains dossiers. Ça a été quand même le cas pour Valneva, malheureusement, qui représentait une grosse partie de la valorisation globale des biotech françaises. Valneva était valorisée environ 2,5 milliards en fin d'année 2021. Maintenant, elle est environ valorisée 600 millions d'euros. Donc on voit déjà que sur les 4 milliards d'euros de perte de valorisation en 2022, par rapport à 2021, déjà, Valneva représente 50% de cette baisse. Ah oui, c'est majeur. Alors, le marché est prêt à même de sanctionner les sociétés qui, entre guillemets, ont pu décevoir par rapport à leur feuille de route initiale, mais effectivement, il est aussi attentif au développement des autres sociétés qui peuvent parvenir à des annonces positives dans leur domaine et dans leur recherche clinique notamment. Est-ce que cette baisse des prix, des valorisations du secteur biotech et medtech en bourse ouvre la voie à une fenêtre de tir, d'opérations, de fusion-acquisition, de M&A? Est-ce qu'on est même peut-être déjà dedans d'une certaine manière, Sacha? Alors effectivement, on a eu des annonces récentes, notamment une prise de participation majoritaire d'un actionnaire dans la société Oncodesign, une biotech. On a eu aussi un rachat, le rachat de la société de diagnostic qui s'appelle TerraDiag par une autre société de diagnostic qui s'appelle Biocinex, avec une prime significative quand même de plus de 60%. On a pu aussi voir en termes de mouvement sur les fusions-acquisitions, Genfit qui a racheté une société suisse, Versantis, pour environ 40 millions de francs suisses. Alors maintenant, donc c'est un contexte quand même qui est particulier. Lorsqu'on regarde le M&A sur la partie biotech, on voit que c'est une année quand même record en nombre de rachats depuis l'année. On en est à 25, ce qui est un record sur les 15 dernières années. Par contre, on est sur une forte baisse des montants. On est à 35 milliards de dollars contre une moyenne historique de 85 milliards de dollars sur les 15 dernières années, mais avec des primes quand même très significatives.
Normalement, on est sur une prime moyenne historique de 60%. Et là, cette année, on est quand même sur des niveaux de plus 85% en moyenne sur les primes pour convaincre les vendeurs, finalement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est rassurant sur cette partie-là. Et puis, 3 domaines sont particulièrement recherchés par les investisseurs, les industriels, pardon. Ouais. Donc on a de manière perpétuelle depuis plusieurs années quand même l'oncologie toujours, les maladies rares également, et puis le système nerveux central qui intéresse beaucoup. Et d'ailleurs cette semaine on a eu une annonce, celle de Biogen qui a fait une découverte majeure dans l'Alzheimer. Qui est une grosse biotech américaine, c'est ça, une des plus grosses biotech au monde. Et là il y a une véritable percée scientifique, ça n'a jamais été vu. On a enfin trouvé un médicament qui pouvait faire avancer le traitement de cette maladie très, très difficile à traiter jusqu'alors. Ouais. Et donc le MNF, les planètes restent alignées pour que les opérations industrielles dans le secteur des biotech et des medtech puissent se poursuivre. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a beaucoup de partenariats cette année. On en a déjà une quinzaine qui ont été annoncés pour environ 220 millions d'euros. Donc entre biotech, medtech et des grands labos, des grands industriels du secteur. Exactement. Donc si vous voulez, notamment grâce aux médicaments qui ont été vendus dans le Covid par certaines grandes sociétés américaines du type Pfizer évidemment, mais aussi Eli Lilly, elles sont à la recherche, et grâce au cash qu'elles ont pu générer, elles sont à la recherche de partenariats, et ces partenariats sont très lucratifs. Ils ont rapporté quand même plus de environ 220 millions d'euros cette année, et c'est quand même 30% de tout ce qui a été levé. Elles cherchent manifestement à trouver des relais de croissance, et ça se passe inévitablement par les biomédicaments développés par les sociétés de biotechnologie. Ouais. À propos, et donc ça permet, ces partenariats, c'est du financement pour ces biotech, justement sur la partie financement. Alors il y a les partenariats qui représentent une partie substantielle. Pour le reste, dans le contexte de marché qu'on connaît, avec le resserrement monétaire, le coût de l'argent qui remonte, et des investisseurs qui se montrent forcément plus sélectifs dans leur choix d'investissement ou d'allocation. Quels sont les besoins de financement des biotech françaises que vous suivez aujourd'hui, Sacha? Et est-ce que le financement est toujours accessible et ouvert à ces biotech? Alors tout à fait, même je dirais, ça a été même rarement vu. Après, il y a du sucré et du salé. Le sucré, c'est qu'en fait, on en est à la 3e année, la 3e meilleure année en termes de financement des biotech des 10 dernières années. Donc c'est une année très, très solide. On a levé 720 millions d'euros cette année. Nos projections nous montrent chez Biomed d'Impact qu'on a des anticipations sur le milliard d'euros d'ici la fin de l'année, donc environ 250 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Et surtout, on a pu observer, et ça c'est la partie salée un peu de l'histoire, c'est que sur les 40 opérations de l'année, 5 ont capté 50% des montants. Donc il y a des choix forts qui sont faits. C'est ça. Une forte concentration au niveau des investissements. On est prêt à mettre des gros tickets. C'est ça. Mais pas n'importe où, quoi. Pas n'importe où. On ne veut pas arroser ou saupoudrer. On fait ses choix. On choisit ses sociétés, quoi. Exactement. Il y en a. Alors, parmi ces sociétés-là, la plupart ont levé grâce aux États-Unis aussi, parce qu'elles avaient des développements qui étaient intéressants dans certaines pathologies et indications. Après, ce qu'on a pu observer pour les plus petites sociétés, par contre, c'est qu'elles ont rationalisé, on va dire, leurs coûts, et elles ont repriorisé leur pipeline. C'est-à-dire que j'ai entendu certaines sociétés, en discutant avec elles, qu'elles avaient arrêté la recherche préclinique, donc très précoce, très early stage, on appelle ça, pour prioriser finalement leur stade de développement en clinique, en phase 1, phase 2, phase 3. Donc elles s'adaptent. Il n'y a pas eu encore de réorganisation au sens, comme on a pu le constater du reste aux États-Unis, avec des réorganisations de staffing et voire malheureusement des plans de licenciement. Bien sûr. Et il n'y a toujours pas de société qui est vraiment en mal de financement avec un coup près qui pourrait les amener vers la faillite. Mais on dérisque un peu le profil de la société
pour peut-être lever plus facilement de l'argent d'une certaine manière. C'est pas facile de lever dans ces conditions puisque finalement leur cours a beaucoup baissé et les actionnaires sont pas forcément très à même de vouloir amener un discount aussi important par rapport au prix réel de ce qu'ils estiment pour les actions en circulation. Donc on voit quand même au niveau des augmentations de capital, il y a une certaine tension. Les biotech privilégient des moyens de financement alternatifs, donc que ce soit par des obligations convertibles, que ce soit aussi par des cessions d'actifs, comme ça a été le cas d'Erytech qui a revendu pour environ 40 millions d'euros son usine aux États-Unis, ou alors Adocia qui a revendu son siège social. Donc voilà, c'est des moyens où elles doivent trouver des moyens adaptatifs. Il faut un peu d'ingéniosité quand même. Un peu d'ingéniosité, mais pas encore pour le moment de drame, à savoir vraiment clé sous la porte ou plan de licenciement. On n'en est pas là. Sacha Pouget, directeur associé de Biomed Impact, spécialiste du secteur des biotech, qui était l'invité de Smart Bourse ces derniers jours sur Bismart. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV.